Bonjour à toutes et à tous. Nous terminons enfin l'analyse de cette belle œuvre qui est De la liberté de John Stuart Mill. Cette dernière capsule va porter sur le 5e chapitre, les applications. Ce sera donc les illustrations que donne Mill et qui permettent de mieux comprendre tout ce qu'il vient d'expliquer dans les 4 premiers chapitres et notamment comment on applique le fameux principe de non-nuisance qu'il présentait au premier chapitre. Vue d'ensemble de ce que je vais vous présenter, alors, dans ce chapitre, il va rappeler bien sûr ce qui découle du principe de non-nuisance et il présentera deux principes qui y sont liés. Il va ensuite prendre plusieurs exemples d'application. D'abord, l'idée du libre-échange, une idée extrêmement importante pour le libéralisme qui est en train de naître, le libéralisme économique. Ensuite, les commerces litigieux. Hein, bien sûr, si tout doit être libre dans les échanges, ben, ça suppose hein, qu'il y a certains types de commerces qui peuvent poser problème. Et là, il va essayer de montrer que le principe de non-nuisance nous permet de mieux gérer ce type de commerce. On pense à la drogue, on pense à la prostitution, aux maisons de jeu. Quatrième élément, les obligations envers autrui. Donc, lorsque, par exemple, on a un contrat avec quelqu'un, pensons au mariage, ou que nous avons des responsabilités, par exemple, si nous avons des enfants. Et enfin, dernier élément, c'est toute la problématique entourant l'État interventionniste, jusqu'à quel point, par exemple, on doit permettre à l'État de s'immiscer dans l'ensemble de la vie privée des gens ou dans l'ensemble de toutes les facettes euh, de la société. Rapidement, je pense que chacun de vous maintenant sommes bien au fait de ce fameux principe de non-nuisance, l'idée selon laquelle personne n'est autorisé à contraindre quelqu'un, hormis hein, si c'est pour sa propre protection. Alors, début du chapitre 5, il va rappeler deux principes qui sont liés finalement au principe de non-nuisance. Ces deux principes sont complémentaires. Finalement, c'est une autre manière de reformuler le principe de non-nuisance. D'abord, l'individu n'est pas responsable de ses actions envers la société, dans la mesure où elles n'affectent les intérêts de personne d'autre que lui-même. Autrement dit, j'ai une souveraineté absolue sur moi-même pour ce qui concerne que moi-même. Pensons par exemple même aux vices qui sont strictement privés, ça me regarde. Et en ce sens-là, je n'ai rien hein, à devoir à personne. Deuxièmement, pour les actions estimées préjudiciables aux intérêts d'autrui, l'individu est responsable et peut être soumis aux punitions sociales et légales. La société, l'opinion, mauvaise opinion que peuvent avoir les autres, et légal, l'État, hein, avec des lois qui permettent de punir quelqu'un par la justice. Donc, si la société juge les unes et les autres nécessaires à sa propre protection, donc on va contraindre ou punir quelqu'un si ça va à l'encontre de la loi naturelle, hein, comme on retrouve chez Locke, le fait qu'on ne doit pas nuire à autrui. Premier exemple d'application, l'idée du libre-échange. On va apprendre ici que Mill défend, en bon libéral, le libre-échange qui est, selon lui, la meilleure manière d'échanger les choses. L'État n'a pas à intervenir. Pourquoi? Parce que depuis le fameux ouvrage d'Adam Smith, De la richesse des nations, publié un siècle plus tôt, on comprend que la concurrence nous permet à une plus grande performance économique.
Cette idée, hein, au départ, semble poser problème. Il dit, hein, ben, il ne faut pas oublier que, bien sûr, quand on parle de concurrence, si, par exemple, hein, j'obtiens quelque chose à la place de l'autre, par exemple, si on a un emploi, ben, on occupe un emploi, on postule, ben, puis il y a deux candidats, ben, celui qui gagne, l'autre, il perd. En ce sens-là, hein, on pourrait dire qu'il y a tout le temps un élément dans la société qui finit par nuire à quelqu'un d'autre. Alors ici, il va dire, hein, il va plutôt dans l'idée de l'efficacité en bonne utilitariste. Il essaie de montrer finalement que ça ne sert à rien d'intervenir dans la mesure où le marché est beaucoup plus efficace. Il va même dire hein, que les objectifs qui sont poursuivis par le libre-échange, c'est d'assurer un bas prix, hein, parce que la concurrence fait, selon lui, descendre les prix parce que si le prix est trop haut, on va aller voir un autre concurrent. Et, dit-il, une marchandise de bonne qualité, ce qui peut être plutôt à rire dans un 21e siècle où on voit à quel point la marchandise peut être complètement euh, complètement de mauvaise qualité. Ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, vous le savez aussi bien que moi. Donc, on pourrait remettre ça en question. Donc, je laisse ça à votre réflexion. Mais selon lui, hein, si, par exemple, tu vends quelque chose de mauvaise qualité, ben, les gens vont finir par ne plus aller à ton commerce. Donc, ça suppose hein, toujours essayer d'être performant. Bien entendu, il y a le libre-échange, mais il faut quand même intervenir dans certains éléments. Par exemple, éviter qu'il y ait une fraude, hein, qu'il y ait une manière frauduleuse de faire du commerce. Il y a toute la question sanitaire de s'assurer hein, que ce que l'on vend hein, ne mettra pas en péril la santé des gens. Pensons à la nourriture avec des normes les travaux dangereux, etc. Donc, libre commerce, mais en même temps, l'État peut intervenir lorsque, bien sûr, la nuisance à autrui est impliquée. Donc, ça, je pense que tout le monde le comprend assez bien. Mais on retient ceci, il faut finalement que les gens hein, consomment comme bon leur semble et que les gens produisent comme bon leur semble. Il nous dit la chose suivante, telle est la doctrine du libre-échange qui repose sur des bases différentes, mais non moins solides que le principe de liberté individuelle soutenu dans cet essai. Donc, au lieu du principe de non-nuisance, ici, c'est bien sûr le principe de la performance du libre marché qui est mis de l'avant. Les restrictions imposées au commerce ou à la production commerciale sont en effet des contraintes. Je l'ai mis ici un peu en gras. Et toute contrainte, en tant que contrainte, est un mal. Je voudrais qu'on porte attention à cette formulation-là qui nous montre finalement une compréhension clairement négative de la liberté. Hein, tout ce qui contraint la liberté, en un sens, est un mal en tant que contrainte, à moins bien sûr que ce soit pour protéger hein, autrui, la liberté d'autrui. En un sens. Euh, Par la suite, hein, si on accepte l'idée de libre-échange, ben bien sûr, hein, on doit se questionner finalement sur des produits qui peuvent faire problème dans le libre-échange. Pensons par exemple à la drogue, à l'alcool, la prohibition, hein, on pense à la prohibition au Maine, l'exemple que donne Mill. Euh, donc, l'alcool pourrait être dangereux, hein, pourrait finalement pervertir la condition humaine. Donc là, on pourrait questionner ceci. Et la maison de jeu et de débauche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Commençons par la drogue très rapidement, ce qu'il appelle les poisons. D'autres traductions, c'est les toxiques. D'abord, il nous dit hein, qu'il faut limiter la fonction de la police, qui veut toujours faire de la prévention. Il faudrait prévenir, par exemple, c'est mon deuxième point, un risque d'empoisonnement, hein, les overdoses. Et en ce sens-là, hein, ça supposerait que la police, hein, pour prévoir quelque chose, elle va finir par entrer dans la vie privée des gens pour les contraindre à ne pas consommer, par exemple. Alors ici, Mill nous dit hein, qu'il y a toujours un danger à toujours vouloir prévoir. À un moment donné, il faut laisser les gens dans leur vie privée ce que bon leur semble. En même temps, il nous dit qu'il n'est pas interdit ici de réglementer. Donc, il y a une vision qui fait rire quand on sait qu'aujourd'hui, à la SQDC, hein, on va, par exemple, vendre de la Marie, puis on va bien sûr dire hein, les effets que ça peut avoir, puis on va étiqueter, puis on va essayer d'avoir un certain contrôle sur la qualité du produit.
Donc, il nous dit qu'il faudrait peut-être étiqueter le produit afin d'en préciser la dangerosité, hein, la notion de contrat préalable qui est dit. Fait sorte de contrat, je t'ai dit que c'est ça, là, tu le prends à tes risques et périls. Puis en même temps, une sorte de contrôle des conséquences, retracer l'usage illicite de la drogue. Si, par exemple, hein, on a une drogue X qu'on achète, puis c'est pour faire, par exemple, des méfaits. Pensons, par exemple, à la drogue du viol aujourd'hui. Je pense hein, que c'est ce qu'il faudrait avoir à l'esprit ou toute autre chose qui engendre des méfaits. Ça permettait de retracer la personne. Pour ce qui est de l'alcool, il va dire ici, en bon conséquentialiste, hein, que l'ivresse et l'oisiveté, hein, chiller avec un verre d'alcool, c'est pas un problème. Puis même boire puis être ivre, le problème, c'est les conséquences que ça peut engendrer. Pensons par exemple à un père alcoolique qui néglige ses enfants ou qui devient violent. Ben là, c'est clair ici que ça pose un problème. Donc, c'est mon deuxième point, la possibilité d'intervenir pour l'État si les méfaits, hein, le vice privé, hein, celui qui n'est pas capable de se contenir, puis qui boit toujours trop, celui qui est intempérant, finit finalement par engendrer des vices sociaux, c'est-à-dire négliger ses enfants. Donc, possibilité, enfin, de taxer. Ça, c'est assez intéressant. Il va dire, ben là, taxer, il y a des personnes qui voudraient taxer beaucoup la boisson. Puis là, ça deviendrait prohibitif, pas parce qu'on l'interdit, mais parce que c'est trop cher pour une catégorie de personnes, par exemple les ouvriers. Et là, ce qu'il va dire, c'est qu'en même temps, il faut bien que l'État y taxe, hein, parce qu'il doit quand même avoir un certain revenu pour avoir une police, pour avoir en tout cas assez de revenus pour les, 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 les coûts qu'occasionnent hein, l'ensemble de l'institution étatique ou des institutions étatiques. Alors, en ce sens-là, peut-être que si on a à taxer quelque chose, c'est un moindre mal que de taxer ce type de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la SAQ, la boisson coûte si cher. Maison de jeu et de débauche maintenant. Alors, c'est intéressant ici, hein, ce qui est présenté. Il va dire, ben, peut-être finalement qu'on doit laisser chacun des gens à décider ce qu'ils peuvent consommer, mais c'est une autre chose, par exemple, pour les personnes hein, qui vont inciter les gens au vice hein, ou à ce que l'on considère comme étant un vice. Et peut-être qu'il y aurait lieu alors d'intervenir du côté non pas des consommateurs, mais de ceux qui offrent. Et là, bien sûr, on parle des tenanciers de maisons de jeux, de hasard, jouer à l'argent, et bien sûr, les bordels, maisons de débauche. Alors, il nous dit finalement qu'on ne peut pas vraiment les interdire, d'une part parce que ça va finir hein, toujours par être présent dans la société. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à contrôler et qu'à la limite, il faut peut-être tout simplement avoir certaines restrictions de manière à baliser ce type de comportement qui peut devenir excessif et démesuré. Donc, je pense qu'il y a une sorte, le mot ici qu'il faudrait entendre, hein, c'est que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est légal, mais qu'on va tolérer. Hein. C'est une sorte de tolérance. Donc, on va essayer de baliser ce type de comportement-là. De toute façon, on ne pourra pas complètement éliminer le vice de la société. Dernière chose, je l'ai mis à part, il y a un petit paragraphe juste avant de parler de la maison des jeux de débauche. Il faut parler aussi de l'indécence. Moi, j'ai tout regroupé ces éléments-là sous l'idée des commerces litigieux. Ben là, à un moment donné, il va parler de l'indécence. Il va dire que, bien sûr, si par exemple quelqu'un est indécent euh, euh, aux yeux du public, ben là, dans sa vie privée, il peut bien faire ce qu'il veut, mais s'il commence, par exemple, à être indécent, un exhibitionniste, par exemple, ben là, c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc, il distingue bien, Mill, entre le public et le privé. Et ce qui demeure privé, on n'a pas à intervenir, mais lorsque ça devient public, bien entendu, l'État peut intervenir. Ça, ça m'apparaît assez clair pour tout le monde dans la classe. Les obligations envers autrui maintenant, mariage et éducation. C'est intéressant avec le mariage. Premièrement, hein, l'idée d'un contrat révocable par seulement un des deux parties. Pourquoi hein, on n'aurait pas le droit de dire, ben, moi, ça me plaît plus, hein, la relation que j'ai. Donc, même si l'autre hein, nous fait obstruction et elle ne veut pas hein, rompre le contrat, ben, il faudrait quand même réfléchir
au fait que dans ce type de contrat-là, un des deux, à un moment donné, il peut dire que c'est terminé. En même temps, nous dit-il que lorsqu'on fait un contrat, on a des responsabilités envers l'autre et qu'en ce sens-là, il devrait y avoir un dédommagement possible. Donc ça, hein, c'est assez intéressant. Il voit la perspective qu'on retrouve aujourd'hui hein, dans ce qu'on appelle un arbitrage. Lorsqu'il y a une rupture, il faut finalement s'entendre sur les dédommagements que l'un doit donner à l'autre dans la mesure où ils ont contracté quelque chose auparavant et qui sont responsables l'un envers l'autre. Et c'est qu'il signale, chose très importante ici, le problème de l'égalité homme et femme, parce que souvent, l'homme, pas souvent, mais bien sûr, à cette époque, l'homme a tous les droits et la femme n'a pas les mêmes droits, sinon pas du tout euh, de droits qu'ont les hommes. Et en ce sens-là, c'est très difficile de faire valoir quelque chose devant la Cour. Donc, il soulève aussi cette problématique-là et il montre hein, qu'on devrait clairement changer et rectifier cette manière de faire. On se souvient que Mill va essayer de montrer que même les femmes devraient avoir le droit de vote, notamment. Donc, je pense que c'est clairement hein, dans le progressisme de Mill où la femme, finalement, devrait avoir les mêmes droits que l'homme. Pour ce qui est de l'éducation, euh, fort intéressant comme réflexion. Ça montre tellement à quel point les sociétés ont évolué. Il nous dit hein, que souvent, hein, ne pas avoir le principe de non-nuisance en tête, ça fait en sorte finalement que euh, on, on, euh, on contraint la liberté de certains là où il ne faudrait pas la contraindre. Et en même temps, on use de notre liberté à excès là où il faudrait plutôt hein, avoir une responsabilité, puis même être contraint parce qu'on ne prend pas en compte ses responsabilités. Ça, c'est fort intéressant comme réflexion parce que, bien entendu, l'éducation, c'est une responsabilité à la fois publique en un sens parce que l'État doit bien voir hein, à ce que les personnes aient un strict minimum d'éducation, selon lui, pour hein, toujours ayer à l'esprit ceci, que, euh, que chaque individualité puisse se développer à leur maximum. Et en même temps, c'est une responsabilité, je pense, surtout privée, puisque lorsqu'on a un enfant, on doit veiller à son bien-être, et veiller à son bien-être, c'est à ce qu'il soit éduqué de la meilleure manière possible. Alors, il nous dit bien sûr que les institutions privées, les différentes écoles devraient se charger de l'éducation. Donc, il a une perspective ici, non pas de l'éducation publique, mais des institutions privées. Pourquoi? Parce que l'argument ici est fort. Il nous dit que donner ça au privé, c'est bien sûr permettre le pluralisme parce que chacune des écoles vont avoir probablement une manière différente de voir l'éducation, de ce qui est important. Et ça va permettre finalement à chacun des individus de choisir laquelle des institutions convient le mieux à chacun des individus. On pense notamment à la question religieuse, puis là, hein, on pourrait avoir certains enfants qui vont plutôt à telle école plutôt que telle autre. En même temps, Mill va beaucoup plus loin hein, que cette idée-là. Il va dire, si hein, on laisse au privé l'éducation parce que c'est favorable pour le pluralisme et la diversité des opinions, qui permet hein, au maximum le développement de l'individualité, en même temps, ça n'exclut pas le fait que l'État, par exemple, peut avoir ses propres institutions qui pourrait même être en concurrence. Il dit hein, que ça pourrait même être une expérience intéressante à faire. Mais surtout, il va dire que l'État a un rôle à jouer quant à l'accès à l'éducation. D'abord, hein, si quelqu'un ne peut pas se payer une éducation, c'est-à-dire les plus défavorisés, il va dire finalement que l'État devrait euh, payer en partie ou en totalité l'éducation pour ceux finalement qui ne peuvent pas se la payer. Alors ça, c'est complètement révolutionnaire et on voit déjà ici hein, une vision plus proche de ce qu'on appellerait par la suite la
liberté positive, ou disons plutôt un droit positif. Un droit positif, j'ai le droit à l'éducation et je dois avoir accès à l'éducation. En même temps, n'oublions pas ici que l'État ne ferait ici que payer pour les plus défavorisés pour l'accès à l'éducation, mais que Mill refuse à ce que tout soit centralisé à l'État parce que ça engendrerait bien sûr une sorte de conformisme et ça empêcherait finalement le pluralisme et qui juge bénéfique pour le développement de l'individualité. Dernière chose, la question des examens. Euh, il nous dit que l'État devrait quand même s'assurer que chacun ait un niveau minimum. Donc, ce n'est pas juste que les gens puissent avoir accès à l'éducation, c'est quand même s'assurer que chaque parent hein, euh, prenne en charge ses responsabilités envers son enfant. Donc, il y a la question des examens qui permettrait de voir que quelqu'un, un petit enfant, est capable de lire. Puis là, ça permettrait finalement de dire, ben, le parent a fait sa job. Sinon, ben, dit-il, on pourrait même lui donner une amende parce que son enfant, finalement, n'a pas été à l'école et il ne sait pas lire. C'est quand même assez cocasse aujourd'hui de voir ça. Dernière chose, il va dire que pour les niveaux supérieurs, les examens seraient facultatifs. Autrement dit, tu peux assister à n'importe quel cours puis progresser, mais à un moment donné, si tu veux vraiment avoir un certificat, ben, il faudrait peut-être avoir des examens un peu standardisés qui permettraient à l'État de confirmer finalement que tu as atteint un certain niveau. Dans ce contenu des examens, il va nous dire qu'il faudrait s'attarder essentiellement aux choses suivantes. Et là, on voit ici le danger du dogmatisme. Si l'État nous imposerait une manière de voir, ben là, sortons du dogmatisme, va dire qu'il faut s'en tenir aux faits et aux connaissances positives, donc à ce que nous dit la science. Première chose. Et deuxième chose, pour les questions qui sont plus litigieuses, pour les questions qui sont à débat, qui sont plus douteuses, en matière de politique, de morale et de religion, il faudrait laisser la libre discussion, permettre finalement de voir les arguments en faveur de telle position politique, ou de telle position politique, ou de tel type de morale, ou d'argument moral par opposition à tel autre, puis tel type de morale religieuse par rapport à tel autre, etc. Donc, on s'attarderait encore une fois non pas à un dogme, mais à tout le côté rationnel où il faut défendre sa position. Euh, voilà pour ce qui est de l'éducation. Donc, on voit peut-être dernière chose que je mets un peu l'accent, c'est qu'on voit quand même c'est un libéral dans la lignée de la liberté négative. Plus l'État va être loin puis n'interviendra pas, mieux ça va être dans son libre-échange. Mais en même temps, en matière d'éducation, étant donné qu'on a affaire à des personnes qui doivent complètement se développer, on a des responsabilités et en ce sens-là, ce n'est pas seulement les individus qui ont la responsabilité, l'État lui-même doit veiller, en un sens, à ce que les parents prennent leurs responsabilités. Parce que là, ils pourraient nuire à leur enfant. Donc, là, on voit finalement que l'État commence à s'intéresser à l'éducation, mais tout de suite, mais il dit, oh, il ne faut pas qu'il aille trop loin. Parce qu'on ne veut surtout pas que l'État commence à nous imposer une seule manière de voir le monde. Dernière chose, bien entendu, on voit que Mill demeure tout à fait un libéral et que l'État peut être un danger. L'État, c'est quelque chose qui doit être limité ou le pouvoir de l'État devrait être limité. Il nous dit la chose suivante, la question n'est plus de savoir s'il faut contraindre les actions des individus, mais s'il faut les aider. On se demande si le gouvernement devrait faire ou aider à faire quelque chose pour leur bien, au lieu de leur laisser faire cette chose individuellement ou par voie d'association volontaire. Donc, toute cette question-là qu'il pose à la page 166, c'est toutes des réflexions ensuite qui touchent l'État interventionniste. Et si, par exemple, l'État doit s'assurer à ce que chacun ait leurs droits et veiller à leur liberté, en même temps, on peut se poser la question si l'État doit intervenir pour le bien des gens. Et là, on voit toute la réflexion ici qui commence à poindre
sur ce qu'on appelle par la suite la liberté positive ou le droit positif. Jusqu'à quel point l'État doit se charger de faire quelque chose pour le bien de la population. Il va soulever trois objections qui permettent d'aller contre cette idée que l'État devrait intervenir pour le bien d'autrui à la place de l'individu. D'abord, l'efficacité. Il nous dit que la plupart du temps, l'individu ou laisser aux individus le rôle d'agir pour leur propre bien est beaucoup plus efficace que si c'est l'État, par exemple, qui s'en charge. En matière économique, hein, ça paraît manifeste. Si, par exemple, l'État se charge de toute l'économie, semble-t-il hein, que ça va enlever la concurrence, puis les gens, finalement, n'en tireront pas un profit. Donc, c'est une question d'efficacité. Deuxième chose, argument intéressant qui a déjà été développé, on se souvient de la capsule sur l'individualité et de l'importance du choix individuel. Il va nous dire hein, que le développement de l'autonomie et de la responsabilité civile suppose de laisser hein, le choix à l'individu. Il ne faut pas que ce soit toujours l'État qui s'en charge, hein, comme si l'État était un tuteur ou un parent qui se charge de tout envers un peuple qui sont des petits-enfants hein, et qui ne sont pas responsables. Au contraire, on doit laisser les gens être maîtres d'eux-mêmes, être autonomes, disons ça comme ça, et bien sûr de les laisser agir comme bon leur semble. Ça leur permet finalement de mieux discerner, de mieux juger, hein, comme il le dit plus tôt dans le livre. Donc, c'est un argument extrêmement fort. Et enfin, l'argument, hein, le clou, c'est l'idée du danger de l'augmentation du pouvoir de l'État et son influence sur l'individu. Euh, bien entendu, hein, tout le danger, c'est celui de la centralisation du pouvoir. Il va plutôt opter pour une perspective de décentralisation du pouvoir. J'aimerais vous lire, en terminant cette capsule, la page 185. Il nous dit la chose suivante. C'est un long passage, je vais terminer le cours avec ça. Dire où commencent ces mots si redoutables pour la liberté et le progrès humain, ou plutôt dire où ils commencent à l'emporter sur le bien qu'on peut attendre des forces libres de la société sur leur chef reconnu. Assurer les avantages d'une centralisation politique et intellectuelle autant qu'on le peut, sans détourner dans les voies officielles une trop grande portion de l'activité générale. Peut-être que l'État peut avoir un rôle, hein, par exemple, de supervision, si on donne le rôle, par exemple, à l'État hein, de surveiller si les gens savent au moins lire, tout ça. Bon, constitue l'une des questions les plus difficiles et les plus complexes dans l'art du gouvernement. Donc, jusqu'à quel point hein, on s'accapare un pouvoir, puis jusqu'à quel point, finalement, on doit le laisser à la population pour le bien-être de la population. Il poursuit. Et c'est là, je pense qu'il faut vraiment voir le fin mot de l'histoire. C'est au plus haut degré une question de détail où l'on ne peut poser de règles absolues et pour lesquelles il faut tenir compte des considérations les plus nombreuses et les plus diverses. Mais je crois qu'au point de vue pratique, le principe de salut, l'idéal à ne pas perdre de vue, le critère d'après lequel on doit juger tous les arrangements proposés pour vaincre la difficulté, peut s'exprimer ainsi la plus grande dissémination de pouvoir compatible avec l'efficacité, mais la plus grande centralisation possible de l'information et sa diffusion la plus répandue que possible du centre vers la circonférence. Autrement dit, hein, on essaie hein, de faire en sorte que chacun soit au courant le plus possible hein, de tout ce qui est jugé comme étant bon en un sens. Mais qu'en termes ici de pouvoir, on peut peut-être exhorter puis indiquer le chemin. Si l'État veut faire quelque chose, puis dire, par exemple, qu'en termes d'éducation, il faut bien que les gens soient éduqués, mais pour le reste, on va laisser aux gens s'occuper de la société. Toute cette argumentation-là qu'on retrouve chez Mill, elle s'inspire du fabuleux livre de la démocratie en Amérique de Tocqueville,
où Tocqueville critique finalement ce qu'on appelle l'État tutélaire ou le despotisme doux, celui d'un État qui finit par s'immiscer partout dans la vie des gens et qui fait en sorte que chaque individu a tendance à se recroqueviller dans sa petite vie personnelle et à oublier son rôle de citoyen. Ce que nous dit finalement Mill, c'est de laisser la plus grande liberté aux individus, mais ça veut dire aussi de prendre ses responsabilités et de faire en sorte finalement qu'on ait une société active où chacun est un peu en concurrence les uns avec les autres pour essayer de trouver ce qu'il y a de mieux dans la société. Pour Mill, c'est donc le principe de liberté est tout simplement une question qui permet le véritable progrès social. Ça termine ma présentation du livre de la liberté de John Stuart Mill. Vous aurez bien sûr toutes ces capsules-là que je vais laisser jusqu'à temps que vous terminiez votre parcours. C'est un texte prescrit. Si vous jugez que ce texte-là vous intéresse, si vous voulez le relire, je laisserai les capsules. On pourra vous envoyer un courriel avec chacune des adresses et vous pourrez regarder ça en vue de l'examen du texte prescrit que vous aurez pour plusieurs à l'hiver prochain, au printemps, au mois de mai. Merci beaucoup tout le monde.